Soyez au rendez-vous aujourd'hui. On va laisser un petit peu de temps là, que tout le monde se connecte, que le son soit correct, que tout le monde soit là. Tout est correct techniquement? Oui, OK. Donc, cette semaine, je devais faire comme la semaine dernière, vous présenter un nouveau volet. La semaine passée, vous savez, je vous ai jasé un peu de santé. Ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de voir la vidéo, vous pouvez la voir là, autant sur YouTube que sur Facebook. La vidéo est là, donc vous pouvez aller la consulter si vous n'étiez pas là la semaine passée. Et je m'étais dit qu'à toutes les semaines, je vous avais dit qu'à toutes les semaines, j'allais présenter un nouveau thème. Cette semaine, je devais parler de transport, de ressources naturelles et d'environnement. Mais en temps normal, c'est ce qu'on aurait fait. Mais vous savez que cette année, on n'est pas en temps normal. Il n'y a rien de normal au Québec depuis plusieurs mois. Donc, aujourd'hui, je suis obligé de revenir puis de vous parler de censure. Pourquoi je vous parle de censure? Vous allez me dire, Éric, tu radotes parce que tu en as parlé la semaine dernière. C'est vrai, j'ai même ouvert notre échange, notre période de questions-réponses en vous jasant de la censure, ce qui s'était passé notamment avec Ron Paul au sud de nos frontières. Puis, bizarrement, 2 jours plus tard, la vidéo dans laquelle je vous ai dit ça est disparue de ma page Facebook, sans aucune explication, sans aucun avis, sans aucune notification de la part de Facebook. Et elle est disparue pendant quelques heures. J'ai fait des demandes, mais vous savez, Facebook, c'est pas facile de parler à Facebook. Bonne chance, ceux et celles qui doivent le faire. Donc, ce que j'ai compris, c'est que quelques heures plus tard, elle est réapparue sur ma page, toujours sans explication. Donc, c'était peut-être une fausse alarme, c'était peut-être un problème technique, mais on est dans une période justement où, parce qu'il y a de la censure de plus en plus dans notre société, on devient pas paranoïaque, mais quasiment, on se pose des questions. La même chose est vraie aussi. Il y a des gens qui me disent hey, Eric, je suivais ta page, j'avais liké ta page. Là, je remarque que ils l'ont déliké, puis je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais voulu la unliker. Ou même après ça, j'ai voulu aller aimer ta page. Puis là, ils m'ont fait un avis pour m'avertir que je devais consulter le contenu pour être bien sûr si je voulais m'abonner à ta page, que ce que j'ai jamais fait à d'autres pages. Peut-être que tout ça, c'est toutes des choses qui arrivent normalement, là, puis c'est peut-être pas, il n'y a peut-être pas de censure d'aucune espèce de façon, mais on est dans une époque où on est rendu suspicieux, puis on a des raisons de devenir de plus en plus craintif parce qu'à tous les jours, notre liberté d'expression, elle est ratatinée. Et pour ceux et celles là, qui veulent contrer ça, d'abord, personnellement, il y a 2 choses que je vous demanderais de faire. Personnellement, maintenant, j'ai une infolette que vous pouvez vous abonner sur ericduhem.québec. Je vous invite à le faire maintenant, ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. Quoi qu'il arrive, je vais être capable de vous envoyer des courriels. Vous allez être informé de ce qui se passe. Je vais pouvoir vous informer des plateformes où on diffuse les messages. Je pense que c'est important de le faire dès maintenant. L'autre truc aussi, là, c'est niaiseux, là, mais je ne sais pas sur quelle plateforme vous êtes présentement parce qu'on est live sur YouTube, Facebook et Twitter. Mais juste partager, parce qu'on est en train de jaser là, présentement, juste le fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui le voit, puis de plus en plus de gens qui réagissent, je pense que c'est une autre façon aussi de contrer la censure. Puis à la suite de vos suggestions, parce que la semaine passée, vous avez été nombreux à m'écrire au lendemain de la vidéo pour me dire, Éric, migre vers d'autres plateformes. Puis vous m'avez parlé de gab.com. C'est celle qui est revenue le plus souvent dans vos courriels. Et je veux vous dire que ben on a ouvert un compte aujourd'hui. C'est Éric Duhem en un mot. Donc, vous pouvez y aller. Puis, je n'ai pas encore de contenu, évidemment. Là, je viens d'arriver. Je ne connais pas encore la plateforme, mais je vais apprendre à me familiariser avec. Mais déjà, pour ceux et celles que ça intéresse, vous allez pouvoir vous abonner. Puis, je voulais vous parler de censure pour d'autres raisons. Ça, c'est ce qui s'est passé. Mais pas plus tard qu'hier, il est arrivé une autre nouvelle qui m'a un peu ébranlé, puis je pense que ça a surpris beaucoup de monde. Le docteur Marc Lacroix, qui est très bien connu ici dans la région de Québec, qui est à la tête du plus important réseau de santé privé au Québec, euh, il a reçu, il y a déjà plusieurs mois, une plainte contre lui au Collège des médecins. La plainte avait été faite par un dénommé Olivier Bolduc, un militant de Québec solidaire, un ancien candidat de Québec solidaire ici dans la région de Québec. Et donc, il se plaignait parce que le docteur Lacroix faisait des interventions dans les médias, puis même sur les réseaux sociaux, qui n'allaient pas nécessairement exactement en concordance avec le discours de la santé publique au Québec. Et là, le Collège des médecins a étudié ça, et là, ils ont décidé qu'il y aurait 11 infractions disciplinaires auxquelles le docteur Lacroix va faire face. C'est assez
fou comme idée. Là. Le docteur Lacroix, moi, je le connais, ça a déjà été mon médecin. C'est un gars extraordinairement professionnel. Allez réécouter tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit. Vous allez voir qu'on est loin, loin, loin d'un gars qui est dangereux. Puis, je veux juste vous dire là, que moi, là, je ne suis pas un fan de Québec solidaire. Je ne suis pas un fan d'Amir Kadir. Mais quand Amir Kadir est sorti il y a quelques mois contre le docteur Arruda, il est toujours bien médecin dans le système de santé public au Québec. Puis il est sorti contre les avis de la santé publique. Sa femme aussi, Nima Machouf. Et eux, est-ce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il faut les censurer? Il faut porter plainte au Collège des médecins? Au contraire, si c'était arrivé, moi, même si j'ai des idées totalement contraires à celles de Québec solidaire d'Amir Kadir, je me serais battu pour qu'en tant que médecin, il ait le droit de s'exprimer et de parler aux patients du Québec. C'est la base, c'est le b.a.-ba de la démocratie. Je trouve ça assez bizarre. Ça m'a toujours inquiété d'une certaine frange de la gauche au Québec de vouloir censurer ceux et celles qui s'opposent à leurs idées. Puis je me demande si les plaintes contre le docteur Lacroix, c'est vraiment sur la crise sanitaire ou si c'est pas parce qu'il est à la tête d'un réseau privé et que ces gens-là, justement, n'aiment pas le privé en santé et qu'on est en train, par la porte d'en arrière, d'essayer de faire ce qu'on n'est pas capable de faire par la porte d'en avant. Ça m'inquiète. C'est encore un autre exemple. Puis je vous avais parlé quand j'ai organisé une manifestation le 23 août dernier à Québec. On avait eu le même problème. J'avais contacté 10 médecins qui n'étaient pas d'accord avec les règles de la santé publique. Il n'y en a pas un qui a osé s'exprimer puis venir sur le podium. Ils m'ont tous dit, Éric, on aimerait ça, on est d'accord, go, go, go. On va peut-être même y aller avec notre calotte, puis nos lunettes fumées, puis notre masque dans la foule pour pas que personne nous reconnaisse tellement on est d'accord. Mais on ne veut pas aller sur le stage parce qu'on a trop peur que ça puisse mettre fin à notre carrière. Le seul qui est venu, c'est un médecin qui est à la retraite. Vous comprenez que la santé publique n'a pas beaucoup de prise, ni le Collège des médecins sur lui. Puis, il y a une exception au Québec depuis le début de la crise, par exemple, il faut quand même le noter, puis il faut le souligner, puis il faut les féliciter. Ce sont nos pédiatres. Ceux qui s'occupent des enfants, depuis le début, ils disent que les mesures ne sont pas appropriées, que pour les enfants, c'est beaucoup trop radical, qu'on est en train de faire beaucoup plus de tort que de bien aux enfants, qu'on est en train de miner la santé de nos plus jeunes. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Autre exemple de censure, ça aussi, j'en ai parlé pendant plusieurs semaines, c'est ce qui s'est passé au Cégep Bois-de-Boulogne. Moi, j'étais invité au Cégep Bois-de-Boulogne, puis à la dernière minute, la direction du Cégep a annulé la conférence parce qu'elle disait que j'allais contre les directives de la santé publique, parce que je suis contre certaines règles, puis que j'aime mieux certaines autres législations, comment ils réagissent par rapport à la crise, puis comment ils gèrent cette crise-là. C'est assez spécial. Il y a Jean-François Lisée, puis je tiens à le souligner lui aussi, il est sorti, l'ancien chef du Parti québécois, pour m'appuyer puis pour me défendre. Mais du côté du gouvernement, j'ai écrit personnellement à la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme McCann. Ça a l'air qu'elle n'est pas bien ben meilleure à l'éducation supérieure qu'elle était à la santé, parce qu'à ce jour, je n'ai même pas reçu encore un accusé de réception. Et pour continuer encore dans le domaine de la censure, j'ai un autre truc à vous dire. Puis celui-là, il est encore peut-être plus inquiétant et ça concerne les médias. Il y a quelques jours, il y a un média, c'est un petit média régional, une petite radio de région là, qui m'appelle pour pour que j'aille parler à leur antenne. Moi, je dis oui, c'est sûr, je suis un candidat en course à la chefferie. Je suis un gars qui a toujours fait de l'analyse politique dans les médias depuis plus qu'une décennie. Ça me fait toujours plaisir de partager mes opinions avec les gens. Il y a un animateur qui a annoncé la veille que j'allais être en ondes le lendemain. Et quelques heures plus tard, il me rappelle pour me dire finalement, Éric, ça ne pourra pas fonctionner parce que la direction de la station a reçu des appels de personnes de la CAQ qui appellent et qui disent que c'est pas une bonne idée de t'avoir sur nos ondes. Là, je dis, ben, c'est pas la CAQ qui dirige la station de radio. Puis la personne me dit, puis je le sais, là, puis j'accuse pas du tout ni la station, ni les animateurs, les gens qui sont sur le terrain. Là, le problème, il est gouvernemental, comprenez-moi bien. Là. Mais la personne me dit, c'est parce que, tu sais, subtilement, puis entre les lignes, là, on a compris que, tu sais, il y avait de la publicité. Notre plus gros annonceur présentement, comme à peu près tous les médias au Québec, c'est le gouvernement du Québec. Puis que si on se met à dos la CAQ, mais on s'expose. Tu sais, ils ont déjà fait un cas avec Radio X à Québec, puis on ne voudrait pas être le deuxième média à passer dans le tordeur. Écoutez, je pensais que j'étais dans un cauchemar, que j'allais me réveiller, puis j'allais me faire dire, voyons, non, ça se peut pas, là, on ne peut pas vivre ça au Québec en 2021, là. C'est impossible. Ben, il y a quelques jours, quelques heures, là, ça m'est personnellement arrivé. Et aujourd'hui,
je veux vous dire que c'est non seulement immoral de faire ça, c'est illégal. On ne peut pas prendre l'argent public pour essayer d'empêcher des adversaires politiques de parler puis de véhiculer des messages politiques. Là. On n'est pas dans un régime comme celui-là, on est encore dans une démocratie libérale. Je comprends que pour la CAQ, là, ils ont mis la démocratie sur pause depuis 10 mois, mais on vit encore dans un système officiellement démocratique. Et aujourd'hui, je voudrais interpeller le premier ministre personnellement. Je sais qu'il ne nous écoute peut-être pas lui-même, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de lui qui nous écoutent. Je les salue d'ailleurs et je vous inviterai à parler au premier ministre et à le ramener sur terre. Monsieur Legault, je ne peux pas croire qu'on est rendu là. Je ne peux pas croire que vous êtes au courant de ce truc-là qui m'est arrivé au cours des derniers jours. Je vous demande personnellement de dire à vos soldats que c'est inacceptable, de rappeler les médias qui ont parlé, les gens des médias qui ont parlé, et de leur dire c'est fini. OK? On ne peut pas faire ça, puis laissez-le parler. On est encore en démocratie. Appelez vos. Il n'y a pas 500 personnes autour de vous. Là. Parlez à vos députés, là, je ne parle pas des ministres. Là. Parlez à vos backbenchers, puis parlez à vos conseillers, puis parlez aux gens qui ont des titres à la CAQ. Là. Puis dites-leur que c'est assez, on ne peut pas faire ça. Là. M. Legault, je ne peux pas croire. Là, vous êtes un homme politique qui est élu. Vous êtes un produit de la démocratie. Là. Imaginez si on avait appliqué ça contre vous alors que vous étiez chef du troisième parti à l'Assemblée nationale. Puis, je vais interpeller aussi l'opposition. Les trois partis d'opposition qui chantent la même chanson en matière de santé publique que le gouvernement, ou à peu près depuis le début de la crise. Là peut-être qu'aujourd'hui, il y en a certains d'entre vous qui trouvaient ça drôle parce que c'est pas dans votre parti que ça arrive. Mais quand on commence là, à censurer le monde, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça finit. Puis c'est peut-être vous qui est le prochain sur la liste. Là. Fait que vous n'avez aucun intérêt à continuer à encourager ce genre de système-là. Donc, je vous demanderais, vous aussi, de vous élever. Puis je sais que c'est tough de se porter à la défense de nos adversaires, mais il y a des fois où il faut le faire. Moi, tantôt, je vous donne un exemple. Là, Samir Kadir est censuré parce qu'il dit que le docteur Arruda a tort sur le port du masque. Bien, je vais me battre, même si je compte ce qu'Amir Kadir a à dire, je vais me battre pour qu'il puisse le dire sur la place publique. On a des exemples tristes dans l'histoire du Québec de ça. Là. Je vais vous donner un exemple. Ici à Québec, là, Jean-Charles Harvey, que vous ne connaissez peut-être pas parce que c'était dans les années 30, là, il n'y a pas personne à peu près d'entre nous qui était vivant probablement à ce moment-là. Mais Jean-Charles Harvey était éditorialiste au journal Le Soleil. Il a écrit un roman, Les Demi-civilisés, qui a beaucoup choqué certains membres du clergé et ça avait fait un mini-scandale. Le livre a été mis à l'index et Jean-Charles Harvey a perdu son job. D'ailleurs, ceux qui veulent voir, Jean-Charles Harvey habitait sur la rue Fraser. Là, il y a une plaque, je pense, devant sa maison. Là. C'est au coin de peut-être Brown ou quelque chose comme ça. Là. Donc, vous pouvez aller voir ça. Jean-Charles Harvey a payé de son job. Puis là, on se dit, ouais, mais ça ne peut pas arriver. Là, c'est arrivé il y a presque un siècle au Québec. Bien, c'est justement, il ne faut pas retourner là. On ne veut pas revivre ça. C'est pas acceptable au Québec, dans une démocratie comme la nôtre, qu'on retombe en arrière, qu'on est jusqu'à ce point-là. Les partis d'opposition aussi doivent intervenir, doivent dire c'est assez, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis je veux souligner, je veux parler de ceux qui ne l'ont pas lu ce matin. Mathieu Bock-Côté a écrit une excellente chronique sur le fait qu'il fallait peut-être écouter aussi l'opposition, parce qu'on sait que le gouvernement n'écoute pas grand monde depuis le début de la crise, il n'écoute même pas la santé publique dans bien des cas, il n'écoute pas les médecins, en tout cas certainement pas les pédiatres, il n'écoute pas les parents du Québec, mais ce matin, Mathieu Bock-Côté a écrit quelque chose pour dire, écoutez l'opposition, puis je vais vous lire parce qu'à un moment donné, il m'interpelle directement, je vais vous le citer là, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Il dit, je cite, il écrit plutôt, j'aimerais même que lorsqu'Éric Duhaime, candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec, plaide pour la fin du couvre-feu et la suspension de certaines mesures sanitaires, il est bien qu'on l'entende. Non pas parce qu'on partage son point de vue, mais parce que le segment de la population qui se reconnaît dans cette critique doit aussi se retrouver dans l'espace public. C'est lorsque le malheur populaire ne trouve plus d'écho politique qui se radicalise. Bien, c'est ça. On vit justement dans une démocratie où il y a une paix sociale parce que tous les courants sont exprimés, puis tout le monde a voix au chapitre, puis celui ou celle qui convainc le plus de gens, bien, c'est lui qui se retrouve au pouvoir. Puis les autres se retrouvent dans l'opposition, puis on continue le débat pendant 4 ans, puis après ça, on retourne en élection. C'est comme ça qu'on fonctionne dans nos sociétés. On ne veut pas mettre fin à ça.
Donc, c'était mon introduction sur la censure. Maintenant, je prends vos questions. J'ai déjà beaucoup, beaucoup de questions qui sont entrées. Je vous remercie. Hein, vous êtes toujours très nombreux. On a toujours 2 000 3 000 questions qui rentrent à chaque fois. Puis vous comprenez que je ne peux pas répondre à tous et à toutes à chaque fois non plus, mais j'essaie de répondre au plus grand nombre. Puis je vais commencer dès maintenant avec une question qui nous vient de Frédéric Gagnon, qui nous écrit, et je cite, est-ce que le gouvernement peut légalement priver de publicité les plateformes qui vont à l'encontre de sa vision de parti? C'est une très bonne question. Normalement, il devrait y avoir un firewall, un mur pare-feu entre le gouvernement et les médias. Mais dans le contexte actuel, c'est difficile parce que on sait que les médias sont financés présentement en très grande partie par le gouvernement. Hein. Autant le gouvernement fédéral paye 75% du salaire des journalistes que le gouvernement du Québec, qui est le principal annonceur dans la plupart des médias que vous écoutez, des médias traditionnels évidemment, ça devient très, très, très difficile d'avoir là, ce mur d'étanchéité. Et ça va prendre des mécanismes, je pense, pour encadrer ça, parce que là, c'est en train de déborder. Là. Il faut qu'on s'assure que jamais le pouvoir politique puisse imposer des lignes éditoriales dans les médias, puis puisse commencer à contrôler le message qui est véhiculé, puis puisse vous permettre ou non de voir certains sites ou certains politiciens ou certains commentateurs de l'actualité, puis de vous interdire d'en voir d'autres. C'est pas juste, tu sais, moi, je suis juste un individu, là, puis je suis juste un candidat dans un parti qui a fait 1,5%. Imaginez, puis on sort les gros guns contre moi. Là. Mais c'est tout le monde, parce que le jour où on me fait taire moi, après ça, ça va être elle, après ça, ça va être lui. Puis à un moment donné, le perdant, là, c'est tout le monde, parce qu'on n'est plus moi-même. Il y a des gens que j'aime suivre, même si je ne suis pas d'accord avec eux autres. J'aime ça m'abreuver, même si 90% de ce qu'ils disent, je pense que je ne suis pas d'accord ou que c'est de la merde. C'est pas grave. J'ai besoin de savoir ce qu'ils pensent, pourquoi ils en arrivent là, puis de voir peut-être que sur certains principes de base, les problèmes qu'ils soulèvent, je suis d'accord avec le problème, je suis juste pas d'accord avec la solution, mais c'est important d'avoir ce dialogue dans une société. Donc, Frédéric, c'est une bonne question. Jean-François maintenant, Jean-François ailleurs qui me demande, concernant la fermeture de comptes des réseaux sociaux, est-ce que le gouvernement devrait mettre en place des balises afin d'éviter la censure et le contrôle de la pensée unique? Est-ce que tu considères que l'incitation à la haine et à la violence sont la limite de la liberté de parole? Bien, écoutez, vous avez raison. C'est sûr qu'il n'y a personne qui souhaite qu'il y ait de la haine, de la violence. Moi-même, je vous l'ai dit là, il y a quelques mois, je suis encore devant les tribunaux là, contre une journaliste, Karine Gagnon, pas la nommer, du Journal de Québec, parce qu'elle a diffamé contre moi dans un article il y a quelques mois. Puis il y a déjà des tribunaux pour ça. Ça existe déjà. Si tu incites à la haine, si tu fais quelque chose de violent, il y a déjà un code criminel pour ça qui encadre ça aussi, ou au civil quand c'est de la diffamation comme moi. Il y a déjà un cadre législatif pour prévoir ça. On n'a pas, je pense, besoin d'aller au-delà, mais il faut s'assurer qu'on laisse la liberté aux gens de parler, la liberté aux médias et aux journalistes de s'exprimer. Puis pas juste les journalistes, hein, on parle souvent des médias et des journalistes, mais aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, vous êtes la preuve ce soir, là, vous êtes des journalistes citoyens. Vous avez tous le pouvoir de transmettre de l'information. Puis des fois, vous êtes là quand il se passe de quoi avant les journalistes, puis des fois, vous avez des idées auxquelles les journalistes n'ont pas pensé ou les politiciens n'ont pas pensé. Donc, c'est pas juste les gens qui ont le titre officiel ou le diplôme de journaliste. Charles Tremblay nous pose la question. Pensez-vous que le gouvernement a un plan pour qu'on puisse retrouver nos libertés si les cas et les morts baissent? C'est une très bonne question, Charles. Quand est-ce qu'on va retrouver notre liberté? Hein? Je voyais qu'aujourd'hui, à Québec, là, il y a beaucoup moins de cas qu'il y en avait. Si on avait encore les codes de couleur par région, il y a plusieurs régions, en fait, à part Montréal, là, la plupart des régions au Québec, nos commerces seraient rouverts, on aurait plein de trucs qu'on pourrait faire, mais malheureusement, là, on n'a pas mis de chiffres comme on avait fait il y a quelques mois. Donc, aujourd'hui, peu importe le nombre de cas, puis on ne nous dit pas à partir de combien. C'est ça, c'est bien beau là, que ça chute, là, mais à partir de combien qu'on peut commencer à avoir le droit de revivre un peu plus normalement? J'aimerais beaucoup ça, moi, qu'il y ait des chiffres. Puis ça motiverait le monde, je pense. Si on se disait, là, regarde, à partir de tant de cas par 100 000 personnes dans la région ou 10 000, il y aura plus de. On va tomber en zone orange ou jaune ou verte, mais le gouvernement ne nous donne toujours pas de chiffres.
c'est toujours un peu du n'importe quoi. C'est souvent des décisions très politiques et malheureusement très peu scientifiques, puis surtout pas documentées. D'ailleurs, parlant de documenté, vous avez vu, là, on a appris hier que les avis écrits de la santé publique que le docteur Arruda a transmis au premier ministre puis à la cellule de crise, ben, ces avis-là qui sont écrits, le docteur Arruda avait dit qu'il était d'accord pour que les médias puis le public aient accès. Et Thomas Gerbet de Radio-Canada a fait une demande d'accès à l'information. Puis aujourd'hui, hier, Radio-Canada nous a appris que finalement, on ne pourra pas y avoir accès. Le cabinet du premier ministre et le bureau du premier ministre ont refusé les demandes d'accès à l'information de Radio-Canada. Donc, déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits, hein, on a la pire crise de l'histoire du Québec au niveau financier puis au niveau de la santé mentale probablement. Et il n'y a pas de note écrite. Rappelez-vous, là, il n'y a pas de procès verbal quand le comité de cellule de crise se réunit. Il y a 15 des 18 personnes, que ce soit des politiciens, des attachés politiques ou encore des ex-chefs de cabinet. Puis il y a un seul scientifique, le docteur Arruda. Ça se réunit, pas de notes. Puis les quelques notes qu'il y a, on nous empêche d'avoir accès. C'est ça, c'est le gros problème de la crise aussi. Là. Quand tu n'as pas de transparence, comment voulez-vous que les gens adhèrent et aient confiance? On a l'impression des fois de se répéter, mais malheureusement, à tous les jours, il nous arrive des exemples qui confirment nos pires craintes. Éric Caron nous écrit « Allez-vous joindre votre voix au complologue? » D'abord, il faudrait me donner une définition, c'est quoi un complologue? Ou continuer à ménager la chèvre et le chou. Je sais que vous n'y répondrez pas, mais c'est pas grave, je vous la pose quand même. Mais voyez-vous, je la prends pareil, votre question. Puis, c'est quelque chose que je trouve bizarre, puis c'est ça qui est le problème quand justement on n'a pas d'informations, quand on a un gouvernement qui essaye de nous dicter quoi faire, puis qui nous donne très peu d'informations. Il y a des gens qui partent et qui s'imaginent toutes sortes de choses, et là, ça part dans tous les sens. Puis c'est normal, le cerveau humain est ainsi fait. Là. Quand on est privé d'informations, ben, on essaye de développer des théories pour essayer de rationaliser ce qui se passe. C'est un peu ce qui se produit dans la tête de plusieurs. Puis aujourd'hui, je me ramasse que d'un côté, je me fais accuser par le gouvernement d'être un complotiste, ou à peu près. Ils ne le disent pas dans ces mots-là, mais ils nous associent, là, ils disent qu'on est des dangereux, ou à peu près. Et de l'autre côté, il y a des gens qui développent des théories, des fois, qui me semblent assez farfelues, merci. Puis là, parce que je n'adhère pas à ça, ben là, moi aussi, je suis devenu comme Legault. Mais moi, je m'excuse, mais dans ce débat-là, j'ai l'impression que je suis au centre. Là. Je suis contre les mesures sanitaires abusives, arbitraires du gouvernement Legault. Je trouve ça extrémiste. Mais d'un autre côté, on ne peut pas nier, en tout cas, moi, je ne nie pas que la COVID-19 existe. Je ne nie pas que c'est un danger, particulièrement pour nos aînés et nos personnes les plus vulnérables. Mais c'est la stratégie du gouvernement, c'est la gestion de la crise qui est catastrophique. Puis parce qu'on est entre les deux, on se fait accuser des deux bords. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, là, qu'on peut se rejoindre là-dessus. Là. On n'est pas des extrémistes, ni d'un bord ni de l'autre, ni du côté de l'extrémiste sanitaire à Legault, ni du côté de l'extrémiste de ceux qui pensent que la COVID n'existe pas pantoute. On est dans le milieu, puis on cherche une gestion de crise qui soit efficiente, efficace, puis que ça soit transparent. Il me semble que ce n'est pas compliqué à comprendre. OK, Valérie Vallière me pose la question. Il serait bien que vous donniez votre définition de censure. Je n'ai croisé personne qui est réellement contre la censure et pour la liberté d'expression. Donc, elle pense qu'il n'y a personne qui est contre la censure et pour la liberté d'expression. Elle dit tout le monde veut que personne ne l'empêche de parler, mais ils veulent tous avoir le droit de ne pas entendre un discours ou une opinion qu'ils n'aiment pas. Donc, ils veulent censurer les autres sans se faire censurer eux-mêmes. Ouais, c'était Valérie, c'est vrai que vous soulevez un maudit bon questionnement. Il y a des gens qui n'aiment pas se faire censurer, mais qui voudraient censurer les autres. C'est une contradiction dans les termes. Moi, je peux vous dire que personnellement, puis je pense qu'il y a beaucoup de trolls sur ma page qui aiment ça et qui l'apprécient, j'ai jamais banni personne. J'ai jamais pensé qu'il fallait que la censure était une solution. J'ai laissé aller, puis même, vous le savez, hein, j'aime tellement les trolls qu'à toutes les semaines, je me fais même un devoir de lire une des questions des trolls et de leur répondre pour leur donner un peu d'attention, parce qu'après tout, un troll, c'est quelqu'un qui est en manque d'attention d'abord et avant tout. Je pense que c'est surtout ça leur problème. Et parlant de troll, ben justement, je vais parler du troll du jour parce que j'en ai un aujourd'hui que je veux vous présenter. C'est Martin Chevary. Ça, c'est notre troll de la soirée. Là, je m'excuse auprès de Massinissa Dourari, qui a essayé très, très fort là, d'être le troll du jour. Peut-être que ça sera la semaine prochaine, on ne sait pas. Mais toujours pour revenir à Martin Chevary, il m'écrit « La censure, ah 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 ah, dès qu'on peut en parler, c'est qu'elle n'existe pas. »
je m'excuse, là, mais c'est vrai, là, regarde, vous pouvez dire, puis c'est tout à fait vrai. Là, je dis, je suis encore invité dans certains médias, je suis présentement live sur plein de plateformes, sur les réseaux sociaux. C'est vrai, mais c'est pas parce que j'ai la chance de vous parler que la censure n'existe pas. C'est complètement ridicule. Pensez-y, là. La censure, là, c'est pas dire qu'il faut que ça soit moi. Puis en passant, c'est pas juste moi. Là. Quand je défends le docteur Lacroix, par exemple, là, je ne suis pas médecin, là, puis le Collège des médecins, il n'y a aucune prise sur moi. Mais c'est pas parce que le Collège des médecins n'a pas d'emprise sur moi puis qu'il n'y a aucun danger pour moi que ça veut dire que la censure n'existe pas. La censure, elle existe, puis de plus en plus de gens le voient, puis elle est de plus en plus omniprésente. Puis c'est très paradoxal aussi, hein, parce que je me souviens quand j'étais jeune, il y a plusieurs années, quand les médias sociaux ont commencé, on avait l'impression que c'était la fin de la censure. On pensait que ça allait être l'ouverture et que tout le monde allait pouvoir exprimer ses opinions et que c'était la fin de l'histoire de la censure, que plus jamais ça n'existerait dans n'importe où dans le monde, que la censure venait de disparaître. Puis aujourd'hui, c'est bizarre. J'ai l'impression que l'outil, la technologie qu'on pensait qui allait nous sortir de la censure, c'est peut-être celle qui est en train de nous faire replonger dedans. C'est une, c'est une discussion qui m'interpelle en particulier, ça. Samuel Cléry, maintenant, il me demande, Éric Duhem, j'aimerais savoir si le parti dispose de comités d'action locale pour ceux qui désirent s'impliquer bénévolement. Samuel, c'est une très bonne question. Tu comprends qu'on est en course à la chefferie présentement. Moi, je ne structure pas le parti. Je n'en suis pas encore le chef. Peut-être que j'aurai ce privilège à compter du 17 avril prochain. Mais ça aussi, ça a changé beaucoup à le militantisme politique. Il y a été une époque où c'était des vieilles madames qui rentraient dans des locaux immenses avec plein de téléphones, puis ils venaient faire des téléphones du matin au soir avec des téléphones à roulettes. J'ai connu cette époque-là. Aujourd'hui, là, c'est plus ça du tout. Hein. Vous êtes tous des militants d'une certaine façon. Quand vous partagez ma page Facebook, là, vous faites quelque chose. Quand vous vous abonnez à l'infolette, vous faites quelque chose. Quand vous devenez membre du Parti conservateur du Québec, vous faites quelque chose. Quand vous vous exprimez, il y a des groupes qui se forment aussi dans des circonscriptions. Vous pouvez le faire. Là. Moi, je vous invite. Là, vous pouvez dire, moi, je suis pas gars, je veux dans le Parti conservateur du Québec, dans la circonscription de, je sais pas, je vais prendre l'exemple de Tachereau parce que c'est là où je me trouve présentement. On va partir une page, puis je vais inviter du monde, puis on va jaser de ce qu'on peut faire dans Tachereau pour faire avancer des idées conservatrices. Bien, on peut le faire. Fait que ça, c'est une façon de le faire. Pour ce qui est de façon plus structurée, formelle, à l'intérieur du parti, bien, on va attendre que je sois évidemment le chef là, pour commencer à structurer ça. Pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas le faire, mais vous pouvez déjà, si vous voulez donner vos noms, aller sur ericduhem.québec. Il y a une section, il y a un onglet bénévole, puis vous pouvez donner vos noms. Puis dès qu'on va mettre les structures en place, on va vous appeler pour que vous puissiez vous impliquer à l'intérieur même du parti. René Talbot me demande qui s'est montré intéressé à faire partie de votre équipe en tant que candidat? C'est une bonne question. Évidemment, je ne suis pas en train de recruter des candidats. Je ne sais même pas si je vais être chef. Je ne suis pas encore officiellement élu. Mais si j'ai accepté de me présenter à la direction du Parti conservateur du Québec, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre leur nom sur un bulletin de vote, puis à être candidat, puis à devenir député conservateur avec moi. Évidemment, on va annoncer ça au fur et à mesure. Je n'annoncerai pas ça avant même de savoir si je suis chef ou non. Mais on a déjà des gens, puis il y a d'autres gens qui veulent aussi se porter candidat. Ou même s'il y en a qui nous écoutent présentement et qui veulent faire une démarche dans ce sens-là, là, vous pouvez aller sur Bénévole justement puis nous expliquer si vous voulez être candidat. Donc, c'est encore ouvert. Mais l'engagement que je prends, c'est que si je suis chef, il y aura des candidats dans toutes les circonscriptions, dans les 125 circonscriptions du Québec. Ça ne s'est jamais fait pour les conservateurs, mais ça va être une première à la prochaine élection. Vincent Lecomte maintenant qui me demande, j'aimerais savoir, si vous êtes élu, allez-vous faire de la ville de Québec une vraie capitale? Exemple, faire que le premier ministre du Québec reste à Québec 365 jours sur 365, ramener des sièges sociaux d'Hydro-Québec, de la SAQ, de l'Auto-Québec, etc. Vincent, c'est une bonne question. D'abord, moi, je l'ai dit, si je me porte candidat, ça va être dans la région de Québec. Donc, je vais être à Québec peut-être pas 365 jours par année, parce que de temps en temps, je vais faire la tournée des régions du Québec aussi. Je pense que c'est important pour tous les politiciens d'aller rencontrer leur monde aux quatre coins de la province. Mais je comprends votre point. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que Québec, au nom de la décentralisation ou au nom de la montréalisation, je ne sais pas trop comment appeler ça, il y a de plus en plus de trucs qui se passent ailleurs. Puis une capitale nationale, c'est une capitale nationale. Il faut qu'il y ait un caractère solennel à ça. Il faut que quand des diplomates viennent, tu ne les rencontres pas à Montréal.
Tu rencontres ça à Québec. Là. Notre capitale, c'est notre capitale. Sinon, ça ne signifie plus rien être une capitale. Donc, c'est clair qu'il faut faire ça. Pour les emplois aussi, on voit souvent là, des emplois mutés de plus en plus vers Montréal. Il y a même des cabinets politiques qui se dirigent de Montréal. Je pense qu'il y a eu effectivement un débordement ces dernières années. Puis, une des choses qui va être une priorité, c'est redonner à Québec ses lettres de noblesse en tant que capitale nationale. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Pour les sièges sociaux des grandes sociétés d'État, c'est un excellent point. Dans un monde idéal, oui, mais vous comprenez que ça risque d'y avoir des coûts astronomiques. La transition pourrait être problématique. Fait que je pense qu'il faut y aller cas par cas. Mais tant qu'on peut ramener le plus d'emplois dans notre capitale nationale pour refaire de Québec le centre du gouvernement et de l'État québécois, moi, je suis tout à fait favorable à ça. C'est normal. Sinon, à quoi ça sert une capitale nationale? Claude Pellerin nous écrit: si vous êtes élu, vous engagez-vous à demander des enquêtes criminelles sur la crise de la COVID? Bien, d'abord, je m'engage à demander des enquêtes. Je pense que ça va prendre une enquête. Ça va peut-être en prendre plus qu'une. Il y en a déjà d'ailleurs des enquêtes en cours, là, mais ça va prendre une vraie enquête. D'abord, je vous l'ai dit la semaine passée, ça prend une commission publique et indépendante, une commission d'enquête publique et indépendante pour ce qui s'est passé pour l'hécatombe dans les CHSLD le printemps dernier. Ça, je pense que c'est un must. Ensuite de ça, ça va prendre une enquête aussi sur l'ensemble de la gestion de la crise. Là. Je sais que la CAQ n'est pas très, très chaude à cette idée-là, mais ça va être un passage obligé. Puis j'espère qu'à ce moment-là, tous les documents que la CAQ garde secrets puis refuse de donner en vertu de la loi d'accès à l'information vont être publics. Ça serait le minimum. Peut-être que ça va prendre une enquête justement pour qu'on puisse aller au fond des choses parce qu'on ne peut pas avoir l'information actuellement. Comment voulez-vous qu'on sache, comment voulez-vous qu'on évalue correctement notre gouvernement? Normand Jaudoin me demande: salut Éric, grâce à la loi 66, Legault peut-il, au nom de l'urgence sanitaire, annuler les prochaines élections? C'est une question que j'ai déjà entendue. Ce n'est pas la première fois que je l'entends, celle-là. Il y a des gens qui s'inquiètent que la prochaine élection pourrait être bloquée, pourrait être même annulée et que François Legault gouvernerait, dans le fond, encore pendant plusieurs années, tant et aussi longtemps que la situation n'est pas revenue totalement à la normale. Je pense que j'y crois pas du tout. Là. Regardez, pendant la crise sanitaire, il y a même des provinces au Canada qui sont allées en élection, le Nouveau-Brunswick, nos voisins notamment. Donc, moi, je ne crois pas que l'élection va être annulée, surtout qu'on a des élections à date fixe, donc on sait déjà que ça va être en octobre 2022. Donc, ça, je n'y crois pas. Mais ce qui m'inquiète par rapport à la crise sanitaire et la prochaine élection, c'est la votation. Comment vous allez voter? Là, je ne vous surprendrai pas si je vous dis qu'en tant que conservateur, j'aime les choses traditionnelles. Puis pour moi, aller voter, là, c'est aller derrière une urne avec un crayon à mine, puis faire un X à la bonne place sur un bulletin de vote en papier. Je ne suis pas très favorable aux bulletins de vote électroniques. Je ne suis pas très favorable aux bulletins de vote par Internet. Je ne suis pas très favorable aux bulletins de vote par la poste. Je suis de ceux qui pensent qu'on doit garder le système comme il a toujours été, ne serait-ce que pour le recomptage. Hein. Vous savez que les bulletins de vote électroniques, ça pose un paquet de problèmes. Ici même à Québec, il y a quelques années, on avait vécu là, des cauchemars par rapport à ça. On ne pouvait plus faire de recomptage. Fait que comment voulez-vous contester le résultat d'une élection? Puis on l'a vu, là. Rappelez-vous, en Gaspésie, là, il y a un député libéral qui avait été élu le soir des élections, puis quelques jours plus tard, c'était rendu une députée péquiste qui était la députée. Là. Fait que des recomptages, ça arrive qu'il y a des changements parce qu'il y a eu des erreurs le soir du vote. Et les machines, là aussi, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir une mauvaise programmation, il peut y avoir plein de trucs. La vérification de tout ça, s'assurer que les autres parties sont là puis vérifient tout ça, je pense que par prudence, ça va prendre un vote comme on en a toujours eu traditionnellement. Samuel D'Amico me demande: que penses-tu de Legault de ne pas assouplir la règle du couvre-feu pour les sans-abri? Là, d'abord, je trouve ça odieux qu'on donne des tickets, des contraventions de 1500 pièces à du monde qui n'ont pas une scène, qui ont souvent des problèmes de santé mentale, qui n'ont même pas un toit, et on leur donne un ticket parce qu'ils dorment dehors au froid, parce qu'ils n'ont nulle part où aller. C'est atroce ce qui est en train de se passer. On est tellement obnubilé, pour ne pas dire aveuglé, par la crise sanitaire qu'on a oublié les êtres humains et on a oublié les Québécois. Moi, quand j'ai vu un itinérant mort dans une toilette chimique à Montréal, parce que le refuge avait été fermé pour des raisons sanitaires à cause de la COVID, il avait peur qu'il pogne la COVID. Il a tellement pas pogné la COVID, puis c'était tellement mieux pour sa santé qu'il est mort gelé dans une toilette. À un moment donné, il faut arrêter. Là.
le premier ministre ne peut pas promouvoir le fait que les policiers distribuent des contraventions à des itinérants. Et puis je comprends que moi, là, je ne blâme pas les policiers là-dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques contre les policiers ces derniers jours. Là. Les policiers ne sont pas là pour faire de la politique, puis pour commencer à faire du discrétionnaire, puis dire lui, j'aime la face, je donne un ticket, elle, j'aime pas la face, j'y en flanque deux. On veut une police, justement, qui soit normée, puis qui a des ordres qui viennent d'en haut, puis que les policiers y appliquent la loi, puis que la loi ne soit pas variable en fonction de si le policier te connaît ou ne te connaît pas. Là. On n'est pas dans un système comme ça non plus. Là. Et je ne sais pas si c'est vrai, je pense que oui, parce que j'ai vu un député même libéral tweeter ça tout à l'heure. François Legault aurait même dit qu'un des problèmes, c'est que si on dit que les itinérants n'ont pas de contravention, ben les gens vont dire que c'est des itinérants quand les policiers vont les arrêter sur la rue, puis on n'est pas capable de savoir qui est un vrai itinérant et qui ne l'est pas. Je trouve ça odieux comme réponse. Ça n'a pas de bon sens. Premièrement, un itinérant, là, d'habitude, c'est reconnaissable. C'est pas parce qu'il veut, là, c'est parce que sa condition de vie fait qu'on peut les reconnaître. Deuxièmement, je veux dire, ils les amènent au refuge. Quand le premier se dit là, il y a suffisamment de place dans les refuges, on a entendu le monde du communautaire dire c'est faux. Même Québec solidaire là-dessus s'est élevé. Ça n'a pas de sens. Ils ont oublié l'humain. Ils ont tellement pensé juste à la COVID qu'ils ont oublié les Québécois. Puis c'est vrai dans d'autres parties de nos vies. C'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les restaurateurs, c'est vrai pour les travailleurs, c'est vrai pour plein de monde. Ils ont oublié le monde. Ils ont pensé juste à la COVID, puis sont dans sont dans une structure de pensée bureaucratique, puis ils ont oublié les humains, ils ont oublié les Québécois. Mais là, ça serait temps de revenir sur la Terre. Là. Les itinérants, c'est une réalité au Québec. Puis il va falloir à un moment donné là, que ces gens-là arrêtent de se faire harceler par des policiers pour recevoir des contraventions parce qu'ils sont dehors en train de dormir la nuit parce qu'après 8 heures, ils ne sont pas rentrés dans la maison qu'ils n'ont pas. Je vais finir. Dernière question de la soirée. C'est Carole-Anne Gravel qui nous l'a écrite. Elle écrit « Ayant moi-même des retombées négatives sur ma santé physique et mentale à cause des mesures sanitaires, je me demande quelles sont les actions que vous poseriez pour améliorer la santé des Québécois ainsi que pour améliorer les services. Merci, M. Duhem. Caroline, des retombées négatives sur notre santé physique et mentale, je pense qu'à peu près tout le monde qui nous écoute, puis tout le monde au Québec, on en vit. Moi aussi, en fin de semaine, j'ai comme eu un down. Je pense que tout le monde on vit ça, c'est cyclique. Là, à force de ne pas voir le monde qu'on aime, de ne pas faire nos activités traditionnelles, de ne pas pouvoir faire de sport comme on en faisait avant. On est des bébites sociales, là, les êtres humains. Là. Et là, on nous prive de quelque chose qui est fondamental. Et on est tous très, très, très affectés. Puis, je pense que le gouvernement a oublié, il a tellement pensé encore une fois à juste contrer la COVID qui a oublié de donner un espace à l'être humain. Puis la première chose qu'il faut faire, là, c'est des choses proactives. Tu sais, c'est pas de fermer les gyms puis d'empêcher les enfants de faire du sport puis d'empêcher les gars d'aller jouer au hockey. C'est le contraire. La meilleure façon de développer d'avoir un système immunitaire fort pour pouvoir développer des anticorps pour combattre la COVID si jamais malheureusement on l'attrape, c'est d'être en forme. Depuis un an, là, la santé des Québécois s'est dégradée comme jamais. Jamais les enfants ont été pognés autant devant un ordinateur à ne pas bouger. Il y en a qui ne sortent même pas de leur chambre. Ce n'est pas normal. Ces enfants-là sont déjà plus faibles. On est en train d'affaiblir tout le monde dans ce système-là. Là. Donc, la première chose, ça serait de permettre aux gens de recommencer à bouger, de permettre aux gens de commencer à socialiser. Hein. Les restaurants cet été, il n'y en avait pas de problème. Là. Les restaurateurs avaient trouvé des façons responsables de distancer les gens avec des plexiglas, les laver les mains, puis tout était correct. Là. On n'est même pas capable de documenter s'il y a des gens qui sont effectivement contaminés dans les restaurants au Québec cet été, mais on les a quand même fermés. Mais non, il faut permettre à ces gens-là de recommencer à socialiser. C'est vrai pour un paquet d'autres choses dans notre vie. Là. Il va falloir qu'on réapprenne à vivre parce que la vie, c'est pas juste de se battre contre la COVID. Puis il y a toutes sortes de trucs aussi. Hein. Je ne sais même pas si je peux dire ça, je ne vais pas le mettre dans la merde, là, mais il y a un médecin qui me disait, Éric, si tu prends certains types de vitamines, ça pourrait t'aider justement à améliorer ton système immunitaire puis à mieux combattre si jamais tu attrapes la COVID. Comment ça se fait que le gouvernement n'a pas des mesures proactives comme celle-là? Jamais vous entendez François Legault ou son ministre de la Santé, M. Dubé, dire ce genre d'affaires-là. Mais il me semble que c'est assez important, merci.
La COVID, c'est pas juste d'attendre de l'attraper ou de se cacher pour pas l'attraper. C'est aussi de s'armer pour que si jamais elle arrive, on puisse la détruire. C'est c'est un peu ça, mais il n'y a pas de mesure proactive dans ce sens-là. Là, oui, c'est la vitamine D puis zinc, là, les gens qui m'écrivent, là, vous avez raison, c'est ça que le médecin m'a dit aussi. Donc, c'est déjà tout pour ce soir. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez être au rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que la semaine prochaine, on va pouvoir revenir à des sujets, entre guillemets, normaux et qu'il n'y aura pas de censure, puis que M. Legault va en fait ce qui est respectable et acceptable d'une société démocratique. Il va rappeler ses soldats à l'ordre. Il va leur dire que ce n'est pas acceptable de vouloir censurer ses adversaires politiques dans les médias. Puis en attendant, mais je vous invite à partager, comme je vous l'ai dit en début, cette vidéo-ci, à vous abonner à notre infolette à ericduhem.québec et puis à continuer à informer les gens autour de vous, à poser les bonnes questions. À la gang, on va finir par faire entendre raison à tout le monde. On voit déjà que ça bouge. Là. Je sais que pour faire un petit peu des sondages de ce temps-ci là, à l'interne, là, les Québécois, à tous les jours, sont de plus en plus nombreux à trouver que cette crise-là est gérée de façon tout croche au Québec. Puis à chaque fois qu'on se compare aussi avec les autres États, on voit de plus en plus qu'on n'est vraiment pas sur la bonne track. Donc, continuez à vous informer, continuez à informer les gens autour de vous. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye.